Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Autour de la Lune, qui est un roman de Jules Verne. Et nous en étions au premier chapitre, qui s'intitule au deuxième chapitre, qui s'intitule La première demi-heure. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Dès que le bec fut allumé, Ardan se pencha sur les corps de ses compagnons. Ces corps étaient renversés l'un sur l'autre comme des masses inertes. Nicole dessus, Barbicane dessous. Ardan redressa le capitaine, l'accota contre un divan et le frictionna vigoureusement. Ce massage intelligemment pratiqué ranima Nicole qui ouvrit les yeux, recouvra instantanément son sang-froid, saisit la main d'Ardan, puis regardant autour de lui, « Et Barbicane ?» demanda-t-il. « Chacun son tour », répondit tranquillement Michel Ardan. « J'ai commencé par toi, Nicole, parce que tu étais dessus. Passons maintenant à Barbicane. » Cela dit, Ardan et Nicole soulevèrent le président du Gun Club et le déposèrent sur le divan. Barbicane semblait avoir plus souffert que ses compagnons. Son sang avait coulé, mais Nicole se rassura en constatant que cette hémorragie ne provenait que d'une légère blessure à l'épaule. Une simple écorchure qu'il comprima soigneusement. Néanmoins, Barbicane fut quelque temps à revenir à lui, ce dont s'effrayèrent ses deux amis qui ne lui épargnaient pas les frictions. « Il respire cependant, » disait Nicole, approchant son oreille de la poitrine du blessé. « Oui, » répondait Ardan. « Il respire comme un homme qui a quelque habitude de cette opération quotidienne. Maçon, Nicole, maçon avec vigueur. » Et les deux praticiens improvisés firent tant et si bien que Barbicane recouvra l'usage de ses sens. Il ouvrit les yeux, se redressa, prit la main de ses deux amis, et pour sa première parole, « Nicole, demanda-t-il, marchons-nous » Nicole et Barbicane se regardèrent. Ils ne s'étaient pas encore inquiétés du projectile. Leur première préoccupation avait été pour les voyageurs, non pour le wagon. « Au fait, marchons-nous » répéta Michel Ardan. « Ou bien reposons-nous tranquillement sur le sol de la Floride » demanda Nicole. « Ou au fond du golfe du Mexique » ajouta Michel Ardan. « Par exemple » s'écria le président Barbicane. Et cette double hypothèse suggérée par ses compagnons eut pour effet immédiat de le rappeler immédiatement au sentiment. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait encore se prononcer sur la situation du boulet. Son immobilité apparente, le défaut de communication avec l'extérieur, ne permettaient pas de résoudre la question. Peut-être, le projectile déroulerait-il sa trajectoire à travers l'espace. Peut-être après un court enlèvement, était-il retombé sur Terre, ou même dans le golfe du Mexique, chute que le peu de largeur de la presqu'île floridienne rendait possible. Le cas était grave. Le problème intéressant. Il fallait le résoudre au plus tôt. Barbicane, surexcité et triomphant par son énergie morale de sa faiblesse physique, se releva. Il écouta. À l'extérieur, silence profond. Mais l'épais capitonnage était suffisant pour intercepter tous les bruits de la terre. Cependant, une circonstance frappa Barbicane. La température à l'intérieur du projectile était singulièrement élevée. Le président retira un thermomètre de l'enveloppe qu'il protégeait et il le consulta. L'instrument marquait 45 degrés centigrades. « Oui » s'écria-t-il alors, « oui, nous marchons. » Cette étouffante chaleur transsude à travers les parois du projectile. Elle est produite par son frottement sur les couches atmosphériques. Elle va bientôt diminuer parce que déjà, nous flottons dans le vide. Et après avoir failli étouffer, nous subirons des froids intenses. « Quoi ?» demanda Michel Ardan. « Suivant toi, Barbicane, nous serions dès à présent hors des limites de l'atmosphère terrestre ?»« Sans aucun doute, Michel. Écoute-moi. Il est 10h55. Nous sommes partis depuis 8 minutes environ. Or, si notre vitesse initiale
n'eût pas été diminué par le frottement, 6 secondes nous auraient suffi pour franchir les 16 lieues d'atmosphère qui entourent le sphéroïde. Parfaitement, répondit Nicole. Mais dans quelle proportion estimez-vous la diminution de cette vitesse par le frottement? Dans la proportion d'un tiers, Nicole, répondit Barbicane. Cette diminution est considérable. Mais, d'après mes calculs, elle est telle. Si donc nous avons eu une vitesse initiale de 11 000 mètres, au sortir de l'atmosphère, cette vitesse sera réduite à 7 332 mètres. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà franchi cet intervalle. Et alors, dit Michel Ardan. L'ami Nicole a perdu ses 2 paris. 4 000 $ puisque la Columbiad n'a pas éclaté, 5 000 $ puisque le projectile s'est élevé à une hauteur supérieure à 6 000. Donc, Nicole, exécute-toi. Constatons d'abord, répondit le capitaine, et nous paierons ensuite. Il est très possible que les raisonnements de Barbicane soient exacts, et que j'ai perdu mes 9 000 $. Mais une nouvelle hypothèse se présente à mon esprit, et elle annulerait la gageure. Laquelle? Demanda vivement Barbicane. L'hypothèse que, pour une raison ou une autre, le feu n'ayant pas été mis aux poudres, nous ne soyons pas partis. Pardieu, capitaine, s'écria Michel Ardan. Voilà une hypothèse digne de mon cerveau. Elle n'est pas sérieuse. Est-ce que nous n'avons pas été à demi assommés par la secousse? Est-ce que je ne t'ai pas rappelé à la vie? Est-ce que l'épaule du président ne saigne pas encore d'un contre-coup qui l'a frappé? D'accord, Michel, répéta Nicole. Mais une seule question. Fait, mon capitaine. As-tu entendu la détonation qui, certainement, a dû être formidable? Non, répondit Ardan. Très surpris, en effet, je n'ai pas entendu la détonation. Et vous, Barbicane? Ni moi non plus. Eh bien, fit Nicole. Au fait, murmura le président, pourquoi n'avons-nous pas entendu la détonation? Les 3 amis se regardèrent d'un air assez décontenancé. Il se présentait là un phénomène inexplicable. Le projectile était parti cependant et conséquemment, la détonation avait dû se produire. Sachons d'abord où nous en sommes, dit Barbicane, et rabattons les panneaux. Cette opération extrêmement simple fut aussitôt pratiquée. Les écrous qui maintenaient les boulons sur les plaques extérieures du hublot de droite cédèrent sous la pression d'une clé anglaise. Ces boulons furent chassés au dehors et des obturateurs garnis de caoutchouc bouchèrent le trou qui leur donnait passage. Aussitôt, la plaque extérieure se rabattit sur sa charnière comme un sabord, et le verre lenticulaire qui fermait le hublot apparut. Un hublot identique s'est vidé dans l'épaisseur des parois sur l'autre face du projectile. Un autre dans le dôme qui le terminerait. Un 4e, enfin, au milieu du culot inférieur. On pouvait donc observer, dans 4 directions opposées, le firmament par les vitres latérales et plus directement, la Terre ou la Lune par les ouvertures supérieures et inférieures du boulet. Barbicane et ses 2 compagnons s'étaient aussitôt précipités à la vitre découverte. Nul rayon lumineux ne l'animait. Une profonde obscurité enveloppait le projectile. Ce qui n'empêcha pas le président Barbicane de s'écrier. « Non, mes amis, nous ne sommes pas retombés sur Terre. Non, nous ne sommes pas immergés au fond du golfe du Mexique. Oui, nous montons dans l'espace. Voyez ces étoiles qui brillent dans la nuit et cette impénétrable obscurité qui s'amasse entre la Terre et nous. Hurrah, hurrah, s'écrièrent d'une commune voix Michel Ardan et Nicole. En effet, ces ténèbres compactes prouvaient que le projectile avait quitté la Terre, car le vol, vivement éclairé alors par la clarté lunaire, eût apparu aux yeux des voyageurs s'ils eussent reposé à sa surface. Cette obscurité démontrait aussi que le projectile avait dépassé la couche atmosphérique, car la lumière diffuse, répandue dans l'air, eût reporté sur les parois métalliques un reflet qui manquait aussi. Cette lumière aurait éclairé la vitre du hublot, et cette vitre était obscure. Le doute n'était plus permis. Les voyageurs avaient quitté la Terre. « J'ai perdu, dit Nicole.
Et je t'en félicite, répondit Ardan. Voici 9 000 $, dit le capitaine en tirant de sa poche une liasse de dollars papier. Voulez-vous un reçu demanda Barbicane en prenant la somme. Si cela ne vous désoblige pas, répondit Nicholl, c'est plus régulier. Et sérieusement, flegmatiquement, comme s'il eût été à sa caisse, le président Barbicane tira son carnet, en détacha une page blanche, libella au crayon un reçu en règle, le data, le signa, le parapha, et le remit au capitaine qui l'enferma soigneusement dans son portefeuille. Michel Ardan, ôtant sa casquette, s'inclina sans rien dire devant ses deux compagnons. Tant de formalisme, en de pareilles circonstances, lui coupait la parole. Il n'avait jamais rien vu de si américain. Barbicane et Nicholl, leur opération terminée, s'étaient replacés à la vitre et regardaient les constellations. Les étoiles se détachaient en points vifs sur le fond noir du ciel. Mais de ce côté, on ne pouvait apercevoir l'astre des nuits qui, marchant de l'est à l'ouest, s'élevait peu à peu vers le zénith. Aussi son absence provoqua-t-elle une réflexion d'Ardan. « Et la lune, disait-il, est-ce que, par hasard, elle manquerait à notre rendez-vous ?»« Rassure-toi, répondit Barbicane. Notre futur sphéroïde est à son poste, mais nous ne pouvons l'apercevoir de ce côté. Ouvrons l'autre hublot latéral. » Au moment où Barbicane allait abandonner la vitre pour procéder au dégagement du hublot opposé, son attention fut attirée par l'approche d'un objet brillant. C'était un disque énorme, dont les colossales dimensions ne pouvaient être appréciées. Sa face, tournée vers la terre, s'éclairait vivement. On eût dit une petite lune qui réfléchissait la lumière de la grande. Elle s'avançait avec une prodigieuse vitesse et paraissait décrire autour de la Lune une orbite qui coupait la trajectoire du projectile. Le mouvement de translation de ce mobile se complétait d'un mouvement de rotation sur lui-même. Il se comportait donc comme tous les corps célestes abandonnés dans l'espace. « Et » s'écria Michel Ardan, « qu'est-ce là? Un autre projectile ?» Barbicane ne répondit pas. L'apparition de ce corps énorme le surprenait et l'inquiétait. Une rencontre était possible, qui aurait eu des résultats déplorables. Soit que le projectile fût dévié de sa route, soit qu'un choc, brisant son élan, le précipita vers la terre. Soit enfin qu'il se vit irrésistiblement entraîné par la puissance attractive de cet astéroïde. Le président Barbicane avait rapidement saisi les conséquences de ces trois hypothèses, qui d'une façon ou d'une autre amenaient fatalement l'insuccès de sa tentative. Ses compagnons, muets, regardaient à travers l'espace. L'objet grossissait prodigieusement en s'approchant et par une certaine illusion d'optique. Il semblait que le projectile se précipitât au-devant de lui. « Mille dieux !» s'écria Michel Ardan. « Les deux trains vont se rencontrer. » Instinctivement, les voyageurs s'étaient rejetés en arrière. Leur épouvante fut extrême, mais elle ne dura pas longtemps. Quelques secondes à peine. L'astéroïde passa à plusieurs centaines de mètres du projectile et disparut. Non pas tant par la rapidité de sa course, que parce que sa face opposée à la Lune se confondit subitement avec l'obscurité absolue de l'espace. « Bon voyage !» s'écria Michel Ardan en poussant un soupir de satisfaction. « Comment ? L'infini n'est pas assez grand pour qu'un pauvre petit boulet puisse s'y promener sans crainte. Ah ça, qu'est-ce que ce globe prétentieux qui a failli nous heurter ? Je le sais, répondit Barbicane. Parbleu, tu sais tout. C'est, dit Barbicane, un simple bolide, mais un bolide énorme que l'attraction a retenu à l'état de satellite. Est-il possible ? S'écria Michel Ardan. La Terre a donc deux lunes comme Neptune ? Oui, mon ami. Deux lunes, bien qu'elle passe généralement pour n'en posséder qu'une. Mais cette seconde lune est si petite et sa vitesse est si grande que les habitants de la Terre ne peuvent l'apercevoir. C'est en tenant compte de certaines perturbations qu'un astronome français, M. Petit, a su déterminer l'existence de ce second satellite et en calculer les éléments.
D'après ses observations, ce bolide accomplirait sa révolution autour de la Terre en 3 heures 20 minutes seulement, ce qui implique une vitesse prodigieuse. Tous les astronomes, demanda Nicole, admettent-ils l'existence de ce satellite ? Non, répondit Barbicane, mais si comme nous, il s'était rencontré avec lui, il ne pourrait plus douter. Au fait, j'y pense. Ce bolide, qui nous eût fort embarrassés en heurtant le projectile, permet de préciser notre situation dans l'espace. Comment ? Dit Ardan. Parce que sa distance est connue. Et, au point où nous l'avons rencontré, nous étions exactement à 8140 km de la surface du globe terrestre. Plus de 2000 lieues, s'écria Michel Ardan. Voilà qu'il enfonce les trains express de ce globe piteux qu'on appelle la Terre. Je le crois bien, répondit Nicole en consultant son chronomètre. Il est 11 heures et nous n'avons quitté le continent américain que depuis 13 minutes. 13 minutes seulement ? Dit Barbicane. Oui, répondit Nicole, et si notre vitesse initiale de 11 km était constante, nous ferions près de 10 000 lieues à l'heure. Tout cela est fort bien, mes amis, dit le président, mais reste toujours cette insoluble question. Pourquoi n'avons-nous pas entendu la détonation de la Columbiad ? Faute de réponse, la conversation s'arrêta. Et Barbicane, tout en réfléchissant, s'occupa de rabaisser le mantelet du second hublot latéral. Son opération réussit, et par la vitre dégagée, la lune emplit l'intérieur du projectile d'une brillante lumière. Nicole, en homme économe, éteignit le gaz qui devenait inutile, et dont l'éclat, d'ailleurs, nuisait à l'observation des espaces interplanétaires. Le disque lunaire brillait, alors, avec une incomparable pureté. Ces rayons, qui ne tamisaient plus la vaporeuse atmosphère du globe terrestre, filtraient à travers la vitre et saturaient l'air intérieur du projectile de reflets argentins. Le noir rideau du firmament doublait véritablement l'éclat de la lune, qui, dans ce vide de l'éther impropre à la diffusion, n'éclipsait pas les étoiles voisines. Le ciel, ainsi vu, présentait un aspect tout nouveau que l'œil humain ne pouvait soupçonner. On conçoit l'intérêt avec lequel ces audacieux contemplaient l'astre des nuits, but suprême de leur voyage. Le satellite de la Terre, dans son mouvement de translation, se rapprochait insensiblement du zénith, point mathématique qu'il devait atteindre environ 96 heures plus tard. Ces montagnes, ces plaines, tout son relief ne s'accusaient pas plus nettement qu'à leurs yeux que s'ils les eussent considérés d'un point quelconque à la Terre. Mais sa lumière, à travers le vide, se développait avec une incomparable intensité. Le disque resplendissait comme un miroir de platine. De la terre qui fuyait sous leurs pieds, les voyageurs avaient déjà oublié tout souvenir. Ce fut le capitaine Nicole qui, le premier, rappela l'attention sur le globe disparu. « Oui, Michel Ardan, » répondit Michel Ardan, « ne soyons pas ingrats envers lui. Puisque nous quittons notre pays, que nos derniers regards lui appartiennent, je veux revoir la terre avant qu'elle s'éclipse complètement à mes yeux. » Barbicane, pour satisfaire au désir de son compagnon, s'occupa de déblayer la fenêtre du fond du projectile, celle qui devait permettre d'observer directement la Terre. Le disque, que la force de projection avait ramené jusqu'au culot, fut démonté non sans peine. Ces morceaux, placés avec soin contre les parois, pouvaient encore servir le cas échéant. Alors apparut une baie circulaire, large de 50 cm, et vidée dans la partie inférieure du boulet. Un verre, épais de 15 cm et renforcé d'une armature de cuivre, la fermait. Au-dessous, s'appliquait une plaque d'aluminium retenue par des boulons. Les écrous dévissés, les boulons largués. La plaque se rabattit, et la communication visuelle fut établie entre l'intérieur et l'extérieur. Michel Ardan s'était agenouillé sur la vitre. Elle était sombre comme opaque. « Eh bien, s'écria-t-il, et la terre ?»« La terre, dit Barbicane, la voilà. »« Quoi ?» fit Ardan. « Ce mince filet, ce croissant argenté ?»« Sans doute. » Dans 4 jours, lorsque la lune sera pleine, au moment même où nous l'atteindrons,
la Terre sera nouvelle. Elle ne nous apparaîtra plus sous la forme d'un croissant délié, qui ne tardera pas à disparaître, et alors elle sera noyée pour quelques jours dans une ombre impénétrable. « Ça, la Terre !» répétait Michel Ardan, regardant de tous ses yeux cette mince tranche de sa planète natale. L'explication donnée par le président Barbicane était juste. La Terre, par rapport au projectile, entrait dans sa dernière phase. Elle était dans son octant et montrait un croissant finement tracé sur le fond noir du ciel. Sa lumière, rendue bleuâtre par l'épaisseur de la couche atmosphérique, offrait moins d'intensité que celle du croissant lunaire. Ce croissant se présentait sous des dimensions considérables. On eût dit un arc énorme tendu sur le firmament. Quelques points, vivement éclairés, surtout dans sa partie concave, annonçaient la présence de hautes montagnes. Mais ils disparaissaient parfois sous d'épaisses taches qui ne se voient jamais à la surface du disque lunaire. C'étaient des anneaux de nuages disposés concentriquement autour du sphéroïde terrestre. Cependant, par suite d'un phénomène naturel, identique à celui qui se produit sur la Lune lorsqu'elle est dans ses octants, on pouvait saisir le contour entier du globe terrestre. Son disque entier apparaissait assez visiblement par un effet de lumière cendrée, moins appréciable que la lumière cendrée de la Lune. Et la raison de cette intensité moindre est facile à comprendre. Lorsque ce reflet se produit sur la Lune, il est dû aux rayons solaires que la Terre réfléchit vers son satellite. Ici, par un effet inverse, il était dû aux rayons solaires réfléchis de la Lune vers la Terre. Or, la lumière terrestre est environ 13 fois plus intense que la lumière lunaire, ce qui tient à la différence de volume des deux corps. De là, cette conséquence que, dans le phénomène de la lumière cendrée, la partie obscure du disque de la Terre se dessine moins nettement que celle du disque de la Lune, puisque l'intensité du phénomène est proportionnelle au pouvoir éclairant des deux astres, il faut ajouter aussi que le croissant terrestre semblait former une courbe plus allongée que celle du disque. Pur effet d'irradiation. Tandis que les voyageurs cherchaient à percer les profondes ténèbres de l'espace, un bouquet étincelant d'étoiles filantes s'épanouit à leurs yeux. Des centaines de bolides, enflammés au contact de l'atmosphère, rayaient l'ombre de traînées lumineuses et zébraient de leur feu la partie cendrée du disque. À cette époque, la Terre était dans son périhélie, et le mois de décembre est si propice à l'apparition de ces étoiles filantes que des astronomes en ont compté jusqu'à 24 000 à l'heure. Mais Michel Ardan, dédaignant les raisonnements scientifiques, aima mieux croire que la Terre saluait de ses plus brillants feux d'artifice le départ de 3 de ses enfants. En somme, c'était tout ce qu'il voyait de ce sphéroïde perdu dans l'ombre, astre inférieur du monde solaire, qui, pour les grandes planètes, se couche ou se lève comme une simple étoile du matin ou du soir. Imperceptible point de l'espace, ce n'était plus qu'un croissant fugitif, ce globe où ils avaient laissé toutes leurs affections. Longtemps, les 3 amis, sans parler, mais unis de cœur, regardèrent, tandis que le projectile s'éloignait avec une vitesse uniformément décroissante. Puis, une somnolence irrésistible envahit leur cerveau. Était-ce fatigue de corps ou fatigue d'esprit ? Sans doute car après la surexcitation de ces dernières heures passées sur la Terre, la réaction devait inévitablement se produire. « Eh bien, dit Michel, puisqu'il faut dormir, dormons. » Et s'étendant sur leur couchette, tous 3 furent bientôt ensevelis dans un profond sommeil. Mais ils ne s'étaient pas assoupis depuis un quart d'heure que Barbicane se relevait subitement et réveillant ses compagnons d'une voix formidable. « J'ai trouvé !» s'écria-t-il. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda Michel Ardan, sautant hors de sa couchette. « La raison pour laquelle nous n'avons pas entendu la détonation de la Columbiade. »« Et c'est, » fit Nicholl, « parce que notre projectile allait plus vite que le son. »
Chapitre 3. Où l'on s'installe. Cette explication curieuse, mais certainement exacte, une fois donnée, les trois amis s'étaient replongés dans un profond sommeil. Où auraient-ils, pour dormir, trouvé un lieu plus calme, un milieu plus paisible ? Sur terre, les maisons des villes, les chaumières des campagnes, ressentent toutes les secousses imprimées à l'écorce du globe. Sur mer, le navire, ballotté par des lames, n'est que choc et mouvement. Dans l'air, le ballon oscille incessamment sur des couches fluides de densités diverses. Seul ce projectile flottant dans le vide absolu, au milieu du silence absolu, offrait à ses hôtes le repos absolu. Aussi, le sommeil des trois aventureux voyageurs se fut-il, peut-être indéfiniment, prolongé si un bruit inattendu ne les eût éveillés vers 7 heures du matin, le 2 décembre, 8 heures après leur départ. Ce bruit, c'était un aboiement très caractérisé. « Les chiens, ce sont les chiens !» s'écria Michel Ardan, se relevant aussitôt. « Ils ont faim ?» dit Nicole. « Pardieu, répondit Michel, nous les avons oubliés. »« Où sont-ils » demanda Barbicane. On chercha, et l'on trouva l'un de ces animaux blotti sous le divan, épouvanté, anéanti par le choc initial. Il était resté dans ce coin jusqu'au moment où la voix lui revint, avec le sentiment de la faim. C'était l'aimable Diane, assez penaude encore, qui s'allongea hors de sa retraite, non sans se faire prier. Cependant, Michel Ardan l'encourageait de ses plus gracieuses paroles. « Viens, Diane, disait-il, viens, ma fille, toi dont la destinée marquera dans les annales synégétiques, toi que les païens eussent donné pour compagne au dieu Anubis et les chrétiens pour ami à Saint-Roch. Toi, digne être forgé en airain par le roi des enfers, comme ce toutou que Jupiter céda à la belle Europe au prix d'un baiser. Toi dont la célébrité effacera celle des héros de Montargis et du Mont-Saint-Bernard. Toi qui, t'élançant vers les espaces interplanétaires, seras peut-être l'Ève des chiens sélénites. Toi qui justifieras là-haut cette parole de Toussenel, au commencement, Dieu créa l'homme, et le voyant si faible, il lui donna le chien. Viens, Diane, viens ici. Diane, flattée ou non, s'avançait peu à peu et poussait des gémissements plaintifs. Bon, fit Barbicane, je vois bien Ève, mais où est Adam ? Adam, répondit Michel. Adam ne peut être loin. Il est là quelque part. Il faut l'appeler. Satellite. Ici, Satellite. Mais Satellite ne paraissait pas. Diane continuait de gémir. On constata cependant qu'elle n'était point blessée, et on lui servit une appétissante pâtée qui fit taire ses plaintes. Quant à Satellite, il semblait introuvable. Il fallut chercher longtemps avant de le découvrir dans un des compartiments supérieurs du projectile, où un contre-coup, assez inexplicable, l'avait violemment lancé. La pauvre bête fort endommagée était dans un piteux état. « Diable, dit Michel, voilà notre acclimatation compromise. » On descendit le malheureux chien avec précaution. Sa tête s'était fracassée contre la voûte, et il semblait difficile qu'il revînt d'un tel choc. Néanmoins, il fut confortablement étendu sur un coussin. Et là, il laissa échapper un soupir. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.